Voilà, encore merci à vous d'être présents et je laisse la parole à Marie-Nathalie. Bonsoir à tous. Alors, c'est pas un exercice très facile pour moi parce que je suis ni enseignante, ni chercheuse, uniquement neuropsychologue. Mais j'avoue que je prends quand même pas mal de plaisir à vous présenter ce que je fais, parce que j'aime beaucoup ça. Je vais essayer d'être assez claire. J'ai révisé un petit peu avant de venir. Donc on va d'abord repartir peut-être sur un petit peu dans l'histoire, rapidement. Déjà, il y a très 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 longtemps, les Égyptiens pensaient déjà qu'il y avait des liens entre le cerveau et peut-être le raisonnement, l'intelligence. Ils pensaient qu'il y avait quand même un rôle important du cerveau dans notre fonctionnement avec des symptômes physiques. Ensuite, les Grecs aussi ont fait un petit peu des liens. Après, il y a eu aussi des courants de pensée où ils pensaient que c'était juste une éponge en fait qui allait absorber les humeurs, par exemple. Il y a eu un peu plus tard quand même les Romains qui pensaient que à l'intérieur du cerveau, on avait des espèces de ventricules cérébraux qui nous permettaient de faire circuler un petit peu voilà, tout le courant des humeurs sans penser forcément de lien avec la pensée, avec les émotions, avec l'intelligence. Peut-être que les émotions étaient plutôt dans le cœur. Donc tout ça, c'est voilà, il y a eu plein de courants différents qui ont cherché un petit peu, théoriser des choses, sans qu'il y ait rien de très réaliste, très vérifié, jusqu'au, on va dire, XVIIIe siècle, où là, il y a eu des choses un petit peu plus concrètes, un peu plus scientifiques, on va dire. Au XVIIIe siècle, il y a eu un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Gall, qui a inventé ce qu'on appelle la phrénologie, et lui, il a pensé que certaines parties du cerveau étaient en lien avec certaines fonctions cognitives. Donc c'est un petit peu une idée nouvelle, c'est-à-dire qu'on avait la bosse des maths. C'était là où on pouvait traiter toutes les informations mathématiques, c'était un certain endroit du cerveau. C'est cette idée-là qui nous a permis d'avancer petit à petit vers la neuropsychologie, qui est maintenant beaucoup plus scientifique. Grâce à l'évolution, on va dire aussi, de l'imagerie, on a pu comprendre un petit peu que finalement le cerveau, c'était pas juste une éponge, qu'il y avait vraiment toute une activité électrique très 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 compliquée, beaucoup de... Il y a des milliards de neurones qui communiquent, et du coup des fonctions cognitives, intellectuelles, émotionnelles, très très complexes. On en arrive à un autre courant, plus peut-être en lien avec la médecine, parce qu'on va faire des liens vraiment avec les patients cérébro-lésés. C'est là où on va découvrir que quand, dans la chirurgie de l'épilepsie, on coupe une certaine partie du cerveau, les patients n'ont plus de mémoire, par exemple. Donc ça va être Brenda Miller dans les années à peu près 1950, qui malheureusement va sacrifier un certain nombre de patients avant de faire le vrai lien entre la partie du lobe temporal, donc juste en dessous du cerveau, et le fonctionnement de la mémoire. D'autres patients sont très connus, comme le patient Tan, qui a eu du coup un accident avec une rail de train qui lui a traversé le cerveau, et ce patient du coup est devenu complètement aphasique, il a perdu la capacité de parler, et aussi son adaptation au monde. Ben voilà, c'est à partir de ça qu'on a essayé vraiment de travailler, et de réfléchir et de trouver quels étaient les liens entre l'anatomie et la fonction. Donc là, on a encore un petit peu avancé, parce que maintenant on s'est rendu compte aussi qu'il y a des cerveaux qui sont très très abîmés et qui fonctionnent très bien. Donc il y a maintenant différents courants de pensée. On va essayer, certaines parties de la recherche vont essayer de comprendre le fonctionnement cognitif, comment fonctionne le cerveau, quelles sont les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est que la mémoire, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que l'attention, comment tout ça est relié. Il y a toute une partie plutôt anatomique, et donc la neuropsychologie essaye un petit peu de faire des liens entre les deux. Donc on en arrive à ce que moi je fais. Moi je travaille avec les enfants, et en fait avec les enfants, le lien anatomie-fonction, il se vérifie pas du tout. Voilà. Donc j'ai appris ça à l'école, mais en fait on se rend compte que, voilà, justement, quand il y a des cerveaux qui sont très très abîmés, ça ne veut pas dire que les fonctions qui devraient être logées là ne fonctionnent pas. Donc je travaille avec ma chère Claudine, dans l'Institut Jeunes Sourds. Je travaille aussi au CMPP de Saint-Étienne. J'ai fait des années d'études dans le service d'épilepsie de Lyon. J'ai toujours travaillé avec les enfants. C'était la population qui me plaisait. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis neuropsychologue et que j'aime beaucoup mon métier. Voilà. Allez,
côté. Bien, tout le monde réfléchit. Bien fort. Qui veut se lancer sur la première question à poser à notre intervenante? David, pour garder la tradition, David posera la première question. Je vous remercie. J'ai une question toute bête, toute simple, puisqu'on parlait des enfants et du cerveau. Je voulais savoir, en fait, est-ce que tous les enfants naissent en gros avec la même cerveau, même capacité, c'est-à-dire qu'il y a une égalité entre tous les enfants? Et d'où vient s'il y a des petites inégalités? Et voilà, ça me fait penser, d'ailleurs, on se souvient d'une conférence de Laurent Alexandre qui avait dit un jour, le QI, le quotient intellectuel ne change pas, c'est que 70% de génétique. Et en fait, on n'évolue pas intellectuellement. Enfin, l'intelligence, notre capacité, une fois qu'on l'a, on l'a à vie. Ça fait un peu peur d'ailleurs en y pensant. Mais je voulais savoir justement, les enfants, est-ce qu'il y a des différences au niveau des cerveaux des enfants? Est-ce qu'on est tous avec un même patrimoine, ou justement il y a des petites différences, et comment ça se fait qu'au fil du temps, voilà, il y a des divergences au niveau de capacité? Alors, ça soulève le grand débat de l'inné et de l'acquis. Non, on est tous avec des cerveaux très différents. Comme on est tous avec des yeux, des cheveux, une taille. On est tous très différents et c'est exactement la même chose au niveau du cerveau. Alors, je dirais qu'un cerveau a ses capacités jusqu'à la fin de sa vie s'il ne reçoit pas de coups, s'il n'a pas de petits traumatismes, si on va dire la qualité de vie est bonne, si c'est quand même quelque chose de très fragile, que ça soit aussi des événements de vie, sans qu'il y ait forcément d'événements traumatiques. Les événements de vie peuvent aussi avoir un impact sur le fonctionnement cognitif et le fonctionnement du cerveau. Une dépression, c'est aussi là le lien avec la psychologie. C'est-à-dire que la complexité du cerveau, c'est qu'il y a plein d'étages dedans. Il y a toute la partie électrique, il y a toute la partie aussi hormonale, il y a toute la partie neurobiologique qui est très complexe et qui peut être atteinte de différentes manières et bougée de différentes manières. Je pense que personne n'a exactement la même capacité entre son moment, le moment de la naissance et le moment à la fin de sa vie. Et puis on sait aussi d'ailleurs que nos cerveaux perdent des capacités à peu près à partir de 25 ans. Alors je pense qu'on n'est pas du tout égal face à ça. Personne n'a la même plasticité cérébrale aussi. Dans ta présentation, tu as dit, et pour les enfants, c'est pas du tout comme ça. Entre le lien entre le cerveau et le fonctionnement cognitif, est-ce que tu peux développer? Est-ce que tu parles de la plasticité cérébrale ou ça m'a surprise que tu dises ça. Alors justement, c'était le courant. À l'époque, on pensait qu'il y avait vraiment un endroit, une fonction. Donc cette époque-là, alors il n'y a pas si longtemps que ça, mais vraiment on commence un petit peu à s'éloigner de ça. On se rend compte qu'en fait le cerveau fonctionne énormément en réseau. C'est-à-dire que quand il y a une partie qui s'allume, ça va diffuser tout sur une énorme partie du cerveau, et donc on ne peut plus faire le lien anatomo-fonctionnel en disant bah là, si là ça ne fonctionne pas, finalement peut-être que le réseau peut passer par d'autres endroits pour faire exactement la même fonction. Donc là on est en train d'étudier ça, et on est en train d'étudier ça avec des nouveaux types d'IRM, ça s'appelle des IRM de diffusion. Le lien avec les enfants, c'est que vraiment on a des enfants qui naissent avec qui ont par exemple un AVC anténatal, ce genre de choses, et qui finalement développent ces fonctions-là, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes là de manière innée. Il y a toute une partie, par exemple, du système auditif qui est quasiment prêt à la naissance. Par contre, le système visuel met beaucoup plus de temps à se développer. Et il y a toute une partie aussi au niveau des capacités attentionnelles qui mettent beaucoup plus de temps à se développer. Donc, si la lésion intervient à un moment assez précoce, finalement, ça peut gêner un petit peu moins que si la lésion, si la fonction est déjà en place, déjà installée, et que la lésion arrive à ce moment-là. C'est la plasticité cérébrale. C'est la plasticité cérébrale qui fait ça. Tout à fait. Bonsoir. Comment se situe le neuropsychologue par rapport au neurologue d'une part et par rapport au psychologue d'autre part? Très bonne question. Coincé entre deux chaises. Non, pas du tout. Alors, ça a été un petit peu difficile parce que
avec l'engouement qu'il y a sur les neurosciences, tout le monde a l'air de dire qu'il n'y a que la neuroscience qui dit la vérité. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et il faut pouvoir vraiment, je pense, réfléchir à l'être humain en tant que tout. C'est-à-dire qu'il y a forcément toute une partie anatomique, il y a forcément toute une partie fonctionnelle, et il y a aussi toute une partie psychologique. Et quand on arrive à avoir cette représentation-là, finalement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et je pense qu'on fait aussi les ponts. On peut expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'épilepsie à un collègue psychologue, par exemple, qui a peut-être moins un peu ce genre de connaissances sur les traitements, sur les examens, sur ce genre de choses. Et on peut peut-être parler plus de dépression, d'autres atteintes psychologiques à un neurologue qui connaît aussi ces choses-là, mais peut-être un peu moins. Merci. Pour revenir sur la plasticité du cerveau, on a entendu très souvent que le cerveau était très plastique pour les jeunes enfants et jusqu'à 25 ans, visiblement. Qu'est-ce qu'il en est pour le troisième âge, où on a souvent entendu dire que le cerveau, il avait plus de plasticité. Alors, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'on a découvert d'autres choses? Alors, la plasticité, c'est toute la vie. Heureusement. Par contre, on n'a pas le même niveau de plasticité chez les tout petits et au niveau du troisième âge. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout experte au niveau de la neuropsychologie du vieillissement. C'est un gros courant qui est d'ailleurs très différente de la neuropsychologie de l'enfant, parce que nous, on est vraiment dans le diagnostic et après aussi dans la réhabilitation, la reconstruction, le développement cognitif. Ce qui est un petit peu différent dans le vieillissement, c'est qu'on est plutôt sur la conserver ce qui existe déjà. Et la neuropsychologie du vieillissement, on va avoir une énorme partie de diagnostic de démence, diagnostic. Voilà. Après, on sait que dans le vieillissement, on perd petit à petit des fonctions, on perd l'audition, on perd la vision, on perd aussi des fonctions, on va dire des facilités cognitives qu'on avait, elles déclinent petit à petit. La plasticité cérébrale va plutôt se voir chez l'adulte et chez le patient vieillissant quand il y a plus une lésion. On parle plutôt de plasticité quand il y a de la lésion, que quand il y a un vieillissement cognitif classique. Je vais essayer de monter le son parce qu'on a l'expérience de ce que vous venez de raconter. On a des gens qui entendent mal au fond. C'est QFD. Gauti, tu sais comment on peut monter le son? C'est pas drôle, hein, ce que vous venez de dire là tout de suite. Mais enfin, on le savait tous. Qui veut poser l'autre question? Moi, j'en ai une pendant que Gauti règle le son. Moi, j'ai une vision assez manichéenne. J'ai l'impression qu'on a un cerveau qui joue le rôle d'un ordinateur et puis des capteurs qui sont les différents sens et que ça fonctionne d'une manière assez simpliste. Les capteurs envoient les informations, le cerveau les traite et puis il commande des actions. Est-ce que cette vision simpliste est complètement erronée ou est-ce qu'elle a quand même un certain fondement? Ah non, c'est complètement erroné. C'est-à-dire qu'on a une quantité de biais cognitifs qui font qu'on va certainement percevoir des choses, nos yeux voient quelque chose, mais derrière, le cerveau retraite l'information. Il y a un exemple très très simple qui s'appelle la tâche aveugle. Dans notre globe oculaire, par exemple, il y a au fond du globe oculaire la partie de la rétine, toutes les informations neurologiques, toutes les informations qui sont captées par la rétine doivent forcément sortir du globe oculaire, donc ça passe quelque part, ça passe par un trou. Et donc ce petit trou, en fait, c'est le petit nerf optique. Et du coup, ce trou, on ne le voit pas, parce que notre cerveau reconstruit tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la tâche aveugle, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand vous posez vos yeux quelque part, on ne voit pas. Mais il y a quelque chose à cet endroit-là parce que le cerveau l'a reconstruit. Et en fait, il y a énormément de biais cognitifs comme ça, qui font que, peut-être que des fois on perçoit des choses, mais finalement on ne peut pas quantifier que ça. Alors, je ne peux pas vous en citer beaucoup, mais il y a le biais de confirmation, par exemple. Alors là, c'est cognitif et c'est aussi psychologique, c'est-à-dire que quand on est persuadé de quelque chose, on va plutôt aller chercher des informations qui vont aller dans notre sens. Il y a plein de biais comme ça qui font qu'on peut aussi se méfier de notre cerveau. Par exemple, la mémoire. La mémoire, tout le monde pense que
les témoins dans les accidents, dans les faits divers, et les choses comme ça sont fiables. Et on se rend compte de plus en plus qu'en fait, on a une reconstruction de nos souvenirs qui s'appelle l'ekphorie, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, l'ekphorie synergétique, c'est ça. Et en fait, quand on perçoit une petite partie de quelque chose, en fait, notre cerveau reconstruit l'ensemble. Et plus on y pense, plus on ajoute avec d'autres événements de vie. Donc en fait, c'est pas très fiable. Alors, je peux confirmer ce que vous dites avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai travaillé dans la météorologie, on m'a passé tout le temps à me dire je me rappelle de tel événement, tellement. C'était toujours faux lorsque c'était vérifié sur les relevés. Il n'y a pas un cas où c'était vrai, ou alors c'était vraiment un événement que tout le monde connaissait. Donc, l'autre question. Difficile, hein, le cerveau. Bonsoir. Je voudrais vous demander, puisque vous travaillez avec des enfants, quel est le degré de développement du cerveau d'un enfant par rapport à vous ou à un adulte plus âgé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que la culture et l'éducation de l'enfant peut interagir par rapport à son mode de pensée, c'est-à-dire qu'il peut réagir par rapport à des stimuli que vous allez lui faire et ne pas réagir par rapport à un autre qui lui dira oui, tout à fait, je suis d'accord. Est-ce que vous avez noté un petit peu, je dirais, toutes ces variantes ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Merci. Alors d'abord, on va parler du développement un petit peu du cerveau de l'enfant. Toutes les fonctions ne sont pas du tout matures au même niveau, au même moment. Vraiment. On a un enfant. On va dire le cerveau se développe d'abord par la partie arrière et en dernier par la partie frontale. Et la partie frontale, c'est celle qui nous permet d'accéder un peu plus à la compréhension du monde, à notre attention aussi, à toutes nos fonctions exécutives qui nous permettent de nous organiser, d'avoir des actions dirigées vers un but, ce genre de choses. Donc vraiment, ça c'est des fonctions qui terminent de se développer, limite au début de l'âge adulte en fait, entre 15 et 20 ans, peut-être même voire 25 ans pour certains. Donc c'est vraiment très très inégal, on peut avoir aussi des retards de développement chez certains enfants, des retards de développement de certaines compétences et pas d'autres, et puis certains qui sont en avance aussi. C'est très 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 inégal. Ce que je peux dire sur la deuxième question, c'est que évidemment la culture et en tout cas je trouve la communauté a une influence sur le développement psychique et cognitif. C'est-à-dire qu'on va avoir, et ça c'est pas forcément de la neuropsychologie, mais c'est plutôt de la psychologie sociale. Il y a certaines pathologies qu'on n'observe pas en Europe, par exemple, on va observer plutôt en Asie. Il y a certaines difficultés qui sont en lien avec la communauté, avec la culture, avec l'environnement familial, social, suivant une même pathologie, suivant les familles qui accompagnent les enfants ne vont pas avoir forcément le même impact. C'est très complexe en fait. Je ne vais pas vite aujourd'hui, mais je vais vous l'appeler quand même. Bonjour, je me demandais, vous aviez dit qu'il y avait de l'électricité dans le cerveau, et je me demandais comment ça se faisait qu'il n'y avait pas d'interférence ou des choses comme ça entre le neurone. Je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais en tout cas, les neurones communiquent entre eux par des liens électriques. C'est l'électricité. Tous nos neurones balancent des petits courants électriques pour pouvoir s'exciter, en fait. C'est comme ça qu'ils s'activent. Et par exemple, quand on a une idée, il y a certainement
un neurone qui s'active à un moment donné, et vu qu'il a une grosse activité électrique, il va balancer toute son activité électrique à un certain réseau de neurones. Alors, est-ce qu'il y a des interférences par les ondes? C'est tout à fait possible, parce qu'il y a des études maintenant qu'on essaie de faire sur la stimulation magnétique transcrânienne, avec des gros aimants qu'on met à certains endroits du cerveau pour essayer de stimuler certains endroits, notamment dans le traitement de la dépression chronique. On se rend compte qu'il y a des patients dépressifs qui sont dépressifs depuis des années, pour lesquels les traitements finalement ne les aident pas forcément à s'améliorer. Alors à l'époque, on faisait des électrochocs, hein. Donc maintenant c'est un peu moins accepté, donc on ne fait plus trop d'électrochocs, mais par contre, il y a une équipe sur Grenoble qui essaye de travailler sur la stimulation magnétique transcrânienne, et en fait, pour rétablir une espèce de déséquilibre qu'il y aurait entre les deux hémisphères du cerveau. Donc finalement, oui, le cerveau il est sensible à ce genre de choses-là. Alors, comment la stimulation magnétique transcrânienne marche, je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est sur l'électricité en tant que telle qu'elle fonctionne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'imagine que ça peut être possible. On est loin de découvrir, on est loin de connaître, et on a encore énormément de choses à découvrir. J'ai pas le droit de dire que toutes nos émotions, nos pensées ne seraient que des courants électriques. Bien sûr que si. Toutes nos pensées, toutes nos émotions ne seraient qu'un courant électrique ou que des courants électriques. Si, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Même l'amour. Tout à fait. C'est pas beau ça. Tout ça est bien incarné quelque part, mais pas en code binaire 1, 0, 1, comme dans l'informatique, pas du tout. Et justement, est-ce que c'est toujours le cerveau? Est-ce qu'on peut avoir des émotions mais liées à d'autres neurones? On n'a pas que des neurones dans le cerveau. Alors, Donc, oui, et puis, il y a aussi des études, des expériences où le corps, justement, réagit. C'est pas forcément le cerveau, mais il y a d'autres parties du corps, et justement, il y a un phénomène émotionnel, et c'est pas lié seulement au cerveau. Donc, c'est pour ça. Est-ce que le cerveau fait tout, ou on ne fait pas tant que ça? Alors, je comprends un peu votre question implicite qui doit certainement concerner notre deuxième cerveau qui se situe dans notre ventre. Certains sourient. Je vois qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler. Alors ça, c'est assez récent. C'est des choses que je ne connais pas bien, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une quantité astronomique de neurones, voire même plus que dans le cerveau, dans tout le système digestif. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour l'instant? On sait qu'il y a des communications entre les bactéries du système digestif qui stimulerait certains neurones, je ne sais pas exactement lesquels. Je ne sais pas si ça a un lien avec les émotions, avec la pensée, avec l'intelligence. En tout cas, ça a certainement un lien avec le fonctionnement général de l'humain. Je ne suis pas sûre que ça a un lien sur la prise de décision, ou l'amour, ou les émotions, je ne sais pas. Peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus basique, en fait, comme les fonctions respiratoires. J'avoue que j'en sais pas plus à ce niveau-là, mais c'est vraiment intéressant, en tout cas, de se dire que peut-être que c'est pas tout dans le cerveau, peut-être que c'est ailleurs. En tout cas, les autres neurones qu'on a dans notre corps ils récoltent l'information, ils la ramènent au cerveau. Bonsoir. Je voulais en parlant d'électricité, je dérive un petit peu sur le numérique. Je voudrais savoir est-ce que vous utilisez dans le cadre de votre profession des logiciels d'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui peut vous apporter et à quel niveau, quelle est l'aide? C'est-à-dire que peut-être il y a des choses qu'on peut passer à côté, puisqu'on est, comme on dit, la tête dans le guidon. Est-ce que ces logiciels, si vous en avez, peuvent vous aider? Et je dirais à quel niveau pensez qu'un jour l'intelligence artificielle, de toute manière, ne nous remplacera pas, mais peut nous aider à être beaucoup plus affinés dans les diagnostics. Alors, gros sujet, interface homme-machine, c'est-à-dire que moi, j'ai pas spécifiquement de logiciel ou quoi que ce soit. Alors, si, en fait, j'ai des logiciels qui me permettent de tester les enfants, pour savoir quelle fonction fonctionne, marche correctement, laquelle est lésée, ce genre de choses. Il existe beaucoup d'études sur les réseaux de neurones, justement, ce qui nous permet de faire. C'est une espèce de case qui nous manquait un petit peu entre
la mémoire fonctionne de telle manière, et en fait, finalement, comment est-ce que concrètement ça pourrait se passer au niveau des neurones? Donc là, il y a des études au niveau de tout ce que c'est les réseaux de neurones, des modélisations, en fait. Et après, il y a toute la partie aussi, des fois, on peut l'appliquer à toute la partie anatomique avec les IRM de diffusion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, qui se développe de plus en plus, c'est comment, finalement, les machines peuvent aider l'homme. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rétablir des compétences qu'on a perdues, des fonctions motrices, par exemple, grâce à une communication directe avec le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, je suis en Grenoble encore, parce que j'ai fait mes études à Grenoble, donc je connais mieux, qui implante au niveau de la substance noire du cerveau, donc des électrodes, des processeurs, et qui ont pour but de communiquer avec un genre d'exosquelette, pour la main par exemple, pour rétablir la marche, pour ce genre de choses. Donc on avance vraiment vers ce genre de choses. Il y a les implants cochléaires aussi pour les sourds, qui sont quand même directement implantés dans la cochlée, du coup, qui envoie directement une information, enfin, qui fait office, qui remplace une partie de notre système nerveux qui est inefficace. Et ça fonctionne. Ma question, elle est un petit peu, je l'ai un peu oubliée. Quand on parlait des connexions électriques, je voulais savoir si les pertes de mémoire, mais pas maladie, enfin je veux dire, c'est pas Alzheimer, mais comment on peut les expliquer? Est-ce que c'est des connexions électriques qui ne se font pas? Est-ce que c'est dû à un mauvais sommeil, parce qu'on dit que la mémoire s'inscrit pendant le sommeil? Voilà. Plusieurs choses. Vous avez raison, la mémoire elle se consolide pendant le sommeil, c'est ce qu'on dit. On pense que si on apprend une liste de mots le soir avant d'aller se coucher, et qu'on la récite tout de suite, on en saura un certain nombre, le lendemain on en saura plus, parce que la mémoire aura consolidé toutes ces connaissances-là. Donc le sommeil a une importance capitale. Et pas toutes les phases de sommeil. C'est plutôt la phase de sommeil lent. Donc le sommeil est capital, mais l'attention aussi est absolument capitale, parce que c'est grâce à l'attention qu'on arrive à mettre des informations dans notre mémoire et qu'on arrive à les retrouver. Les problèmes de mémoire peuvent être à différents niveaux. On peut soit avoir du mal à mettre les informations en mémoire, soit du mal à les retenir, soit du mal à les retrouver. Donc tout est possible en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ça peut être aussi une question de rangement dans Tout à fait. C'est comme une grande bibliothèque, si on n'a pas le bon chemin, on peut tourner, et puis finalement à un moment donné on a le bon chemin et hop on trouve. Et alors est-ce qu'il y a des exercices pour justement essayer de retrouver une bonne méthode de rangement, un bon chemin? Alors, c'est un petit peu des choses que je peux faire dans mon travail, c'est ce qu'on appelle une remédiation cognitive. Moi, je ne considère pas ça comme un muscle qu'on va entraîner. Je considère plutôt que c'est par des stratégies, c'est par une conscience de ce qui se passe, et de là où ça bloque, on va réussir à détourner le problème et retrouver le chemin, par exemple. Ou en essayant plutôt de s'appuyer sur les choses qui fonctionnent bien. J'ai des enfants qui sont dyslexiques, par exemple, qui essayent d'apprendre des poésies. Donc ils la lisent, puis finalement ils n'arrivent pas à apprendre, mais parce que la fonction première de la lecture n'est pas automatisée. Donc ça leur demande une quantité astronomique d'énergie, et c'est pas possible de mémoriser comme ça. Donc on essaye de passer par d'autres manières, et finalement ça marche. Je me rends compte que j'ai personnellement plus de questions à poser que toute la salle, si ça continue. Il y en a une auquel je pense depuis le début et qui fait sens avec votre métier sur les enfants directement. Comment situer la différence entre un bébé humain et un bébé animal au niveau du cerveau, de la connaissance? Et est-il vrai qu'un humain qui naîtrait sans contact avec les autres humains ne grandirait jamais, ne deviendrait jamais intelligent?
Alors, c'est même pire que ça pour les bébés humains. C'est-à-dire qu'un bébé humain qui grandit sans humain autour de lui, il meurt. Je n'osais pas le dire comme ça. Tout simplement. Parce que les interactions sociales sont absolument nécessaires au développement. Au développement, mais psycho-affectif, en fait. Hein. Au-delà même du neurologique en tant que tel. J'ai oublié l'autre partie de la question. On met tout bêtement la différence au niveau du cerveau entre un cerveau animal et un cerveau humain. Alors, je sais pas bien, je pense qu'il y a quand même une grosse part d'inné et d'acquis, c'est-à-dire qu'on va être plus dans quelque chose d'inné chez l'animal, avec peut-être une part d'acquis moins importante, même s'il y a quand même des apprentissages. Hein. Et je pense qu'une part d'acquis beaucoup plus importante est chez l'humain. Une possibilité d'apprendre qui est beaucoup plus importante. Oui, mais je poursuis ma question, si vous voulez. Il y a des animaux qui ont des cerveaux plus gros que les cerveaux humains. Donc on sait maintenant, notamment en relation homme-femme, on en a longtemps parlé, que la taille du cerveau n'a rien à voir dans la capacité à être conscient et intelligent. Mais il y a des animaux qui ont des cerveaux très importants, très lourds. Donc il y a quand même, je sais pas, il y a quand même une faculté, quelque chose qu'on trouve d'un côté qu'on ne doit pas trouver chez l'autre, ou vice-versa. Alors, le cerveau animal n'est pas quelque chose de très étudié, parce qu'on n'en a pas forcément toujours eu l'utilité. Il y a des choses incroyables dans le monde animal. Par exemple, les dauphins sont capables de dormir que d'une moitié du cerveau, et hop, après ils dorment de l'autre côté. C'est absolument incroyable. Bon, ça leur permet d'être toujours avec un niveau minimum d'éveil, mais c'est pas forcément le cas de tous les mammifères marins. Enfin, pour les baleines, j'en sais rien, peut-être que c'est pareil. Peut-être que les baleines, elles ont un cerveau absolument astronomiquement grand, et finalement, qui sait faire très peu de choses, je ne peux pas en parler. Après, il y a quand même des capacités très spécifiques où les animaux sont nettement meilleurs que nous, mais en fait, de manière innée, ils sont meilleurs que nous. C'est-à-dire que les pigeons voyageurs ont un repérage, une capacité à construire des cartes mentales on leur a pas appris, en fait. Et on ne peut pas forcément expliquer encore comment est-ce qu'ils font pour pouvoir mémoriser un trajet sur plusieurs dizaines, peut-être même plus de kilomètres en le faisant qu'une seule fois. De plus en plus d'enfants passent beaucoup de temps sur leur téléphone portable. Est-ce que vous observez justement un mode de fonctionnement différent au niveau du cerveau ? Oui, les adultes. Alors oui, il y a vraiment alors notamment dans l'utilisation précoce, je pensais chez les tout petits qui sont trop longtemps et trop tôt mis devant les écrans, il y a véritablement un impact sur le développement. Je ne peux pas dire si c'est quelque chose qui ne peut pas se réparer, si c'est juste un retard, si on peut le rattraper quand on éteint les écrans. Quand même, on voit que quand on éteint les écrans, ça évolue un peu mieux. Mais clairement, je pense que il y a des choses à garder, il y a des choses à jeter au niveau des écrans. C'est quand même quelque chose qui absorbe énormément notre attention et qui nous empêche de faire attention au reste de notre environnement. Donc ça peut aussi nous couper, par exemple, d'autres types de stimulation. On peut avoir aussi, par exemple, des enfants qui sont tellement habitués d'avoir des jeux hyper ludiques, qui ont beaucoup de mal à se mettre sur quelque chose, une petite construction, à jouer avec des bâtons, quelque chose de plus simple. Et malheureusement, on va stimuler la motricité, on va stimuler le raisonnement et d'autres choses en jouant avec des bâtons qu'on ne va pas forcément le faire devant un écran. Donc, c'est déconseillé 0 écran avant 3 ans, et je pense que c'est vraiment important de respecter ça. Et chez l'adulte, finalement... je suis juste sur l'adulte. Excusez-moi, il y a une dame qui... Non, pour revenir également à cette même question, enfant-adulte, c'est toute cette... trop d'informations, on va dire, par le biais d'Internet,
les écrans, télévision ou autres. Tout à l'heure, vous parliez finalement que c'était une question de rangement également pour la mémoire. Est-ce que ça peut également perturber justement la mémoire de ce fait, quoi, quand il y a trop d'informations? Alors, votre cerveau, la fonction principale qu'il va avoir, en tout cas l'inhibition, c'est de trier l'information. Vous êtes constamment en train de trier l'information. Parce que déjà, vous avez vos vêtements sur vous qui vous touchent, donc on a déjà énormément de stimulation sensorielle à ce niveau-là. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stimulation visuelle. Tous les sens nous bombardent en fait d'informations. Donc on trie déjà énormément tout ça. Parce que sinon on pourrait pas, on serait juste complètement pris, absorbé par toutes ces stimulations-là et on ne pourrait pas du tout aller vers du raisonnement, de la mémoire, de l'attention, de la réflexion. On serait absorbé, tout notre cerveau, tout notre fonctionnement serait absorbé par ça. Donc on a aussi appris à trier ce qui se passe sur... on sait que quand il y a une page internet, il y a plein de pubs partout. On sait très bien maintenant où chercher l'information. Je ne suis pas sûre que le fait qu'il y ait énormément d'informations va empêcher la mémoire de fonctionner. Je pense par contre que ça va beaucoup distraire. En plus, le but des gens qui font des publicités, c'est d'attirer l'attention. Donc ils sont de plus en plus forts pour pouvoir capter notre attention. Tout à l'heure, vous avez évoqué le travail des enfants sur la dyslexie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui expliquer d'où vient la dyslexie et quel est ce dysfonctionnement? Alors, on est sûr de rien, mais il y a des hypothèses, plusieurs. Il y a des hypothèses en lien avec le langage, la phonologie. Il y a des hypothèses un peu plus en lien avec le système visuel, qui aurait peut-être un petit peu du mal on va dire, à traiter l'information visuelle. Et donc ça gênerait la capacité à lire et à automatiser la lecture. Il y a une troisième hypothèse qui est un peu en train d'être cherchée plutôt du côté de l'Australie sur la position des lettres dans le mot, par exemple. Et ils se sont rendus compte qu'il y a dans certaines langues où il n'y a pas de voyelles, par exemple, ils ne sont pas du tout gênés. Et donc, en fait, finalement, les lettres à l'intérieur du mot peuvent être complètement dans n'importe quel sens. Ça ne gêne pas du tout la lecture, parce qu'il n'y a pas de voyelle. Enfin, bref. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais je crois que ça prendrait 2 heures. Il y a beaucoup à dire sur la dyslexie, sur le développement du langage, sur l'automatisation du cerveau, sur tout ça. Après, il y a des prédispositions génétiques, et puis il y a des événements de vie qui font qu'à un moment donné, c'est plus difficile. J'ai une question sur justement les relations entre la pensée et le langage. Dans le monde, il y a différentes sortes de langages, avec souvent des constructions, des manières différentes de construire une phrase, de conjuguer. Il y a énormément de manières d'exprimer une idée à travers une phrase, et un chinois, un russe, un allemand, un français, un anglais ne le font pas de la même manière, un arabe, un russe. Bon. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a des constructions intellectuelles qu'on retrouve plus souvent chez certaines cultures en raison du langage, ou bien est-ce qu'on ne peut pas du tout caractériser des manières différentes peut-être de penser entre guillemets en fonction de la culture et de la langue? Alors c'est très intéressant, mais je suis assez peu informée sur ce genre de choses. Je sais quand même que nous avons une pensée linéaire en lien avec notre langage, et qu'en Asie, ils ont plutôt une pensée circulaire. Alors, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais c'est absolument fascinant, et j'ai toujours voulu creuser un peu ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même entre les sourds et les entendants ce que tu as pu observer justement sur le fonctionnement du langage? Parce qu'il y a 2 langues différentes, et sur leur fonctionnement de pensée. Alors, Et ça, on le connaît bien. donc, alors, ce qu'on peut observer, la différence entre les personnes sourdes
qui vont développer du coup la langue des signes, qui est une langue plutôt visuelle, gestuelle, où il n'y a pas de mots en tant que tel, il n'y a pas de verbal à l'intérieur de la tête. Et notre fonctionnement à nous, où on va avoir du coup des mots, on va avoir plutôt des mots qui se développent sous forme de... Enfin, une pensée qui se développe sous forme de mots, sous forme de phrases, on a une petite voix qui parle dans notre tête, fait qu'on ne va pas forcément avoir la même façon de raisonner et de comprendre le monde. C'est vrai que je pense que la langue des signes, qui est beaucoup plus visuelle, amène une pensée un peu plus concrète. L'accès à l'abstraction va être un peu différent. Et c'est par le développement plutôt du langage écrit que les sourds signants vont aussi pouvoir développer leur abstraction. Donc ils ont à un moment donné besoin de passer par quelque chose du langage plutôt écrit, qui s'apparente un petit peu qui est comme le langage qu'on a, le langage subvocal finalement, pour pouvoir accéder à un niveau de raisonnement un peu plus complexe. Et en tout cas, nous permettre à nous de faire des ponts entre notre façon de penser, notre façon de construire le monde et la leur. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais qu'on évoque, Claudine. Ce qui me paraît intéressant, c'est quand on n'a pas les mêmes... entre la langue des signes et la langue orale, on va avoir plusieurs mots de la même famille. Et la langue des signes ne va pas fonctionner comme ça. On va pouvoir dire qu'un boulanger, c'est personne fabrique pain. Il n'y a pas boulanger. Et forcément, on observe quand même qu'il y a des fois on ne se comprend pas parce que rien que le terme d'implicite et d'explicite, nous avions un professeur de langue des signes entendant, mais qui était, et on a toujours, mais qui a été élevé dans un environnement sourd. Et un jour, nous avons eu une discussion parce que nous ne nous comprenions pas sur ce qui était implicite et explicite. Il voulait traduire des poèmes ou des chansons, et tout est en implicite. Et lui voulait traduire tout en explicite. Et c'était pas la même chose. Et vraiment, je trouve que la manière dont est construite la langue faisait que l'on ne pouvait pas être dans la même poésie et dans la même représentation du monde. Parce que nous, on ne disait pas et on faisait deviner. Et lui, la chanson, c'était de tout dire. Et avec le risque d'avoir interprété d'une manière fermée ce que le chanteur offrait et que nous avions la chance de pouvoir interpréter, nous. Donc je crois que ça, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, je crois qu'effectivement, deux langues, en plus là, je trouve qu'il y a vraiment une opposition entre quand on parle avec des mots, quand on a des images dans la tête, il y a vraiment des différences où ça va être difficile ça va être une difficulté de communication. Et tout à fait, mais c'est ça, c'est que la langue nous permet d'accéder à un certain niveau d'abstraction ou pas, et de rester plutôt dans quelque chose de concret. Et effectivement, il y a un lien direct entre la langue et la pensée. Mais là, ce que je disais par rapport à ce qui se passe en Asie, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le lien cause-conséquence que tout le monde établit chez nous, c'est quelque chose qui n'existe pas chez eux. Et c'est vraiment un lien circulaire, ça veut dire que la cause et la conséquence de la conséquence et la cause de... Et c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Et c'est hyper compliqué, enfin pour moi, quand j'en ai entendu parler, j'ai eu énormément de mal à me représenter ce que c'était, parce que c'est tellement à 10 000 km de ma façon de penser, que j'aimerais bien creuser plus la question. Quand le cerveau est privé de tout stimuli, par exemple, il existe une technique de torture où on enferme une personne dans une pièce blanche où elle ne va parler à personne, il n'y aura pas de couleurs différentes autour d'elle, etc. Est-ce que le cerveau met en place un mécanisme de situation un petit peu extrême pour essayer de pallier cette absence de stimuli, par exemple en créant des hallucinations ou des choses comme ça, et auquel cas, s'il y avait des hallucinations ou quelque chose pour le stimuler d'une manière artificielle, est-ce que ce serait pour entraîner le cerveau à ce qu'il se maintienne en exercice, ou est-ce que ce serait un besoin psychologique, enfin quel serait-il s'il y en a et pourquoi? J'ai très peu de connaissances en torture. Par contre... non, mais ce
ce que je peux dire, enfin, ce que j'imagine, c'est que quand on n'a pas de stimulation, on a quand même un monde interne extrêmement riche, en fait. On a toute une partie de notre vie qui est interne et une assez petite partie qui est publique, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qu'on pense, on le pense et on le garde bien pour nous. Et donc, même s'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de son, il n'y a pas de tout ça, on a un monde interne très très riche qui peut peut-être permettre de continuer quand même d'avoir des stimulations et des capacités cognitives et intellectuelles qui marchent encore. Alors après, on sait bien qu'énormément de choses passent par la stimulation de l'être humain. On n'est quand même pas fait pour vivre seul, pour être seul avec soi-même. On est quand même vraiment fait pour être en groupe avec d'autres humains, avec des interactions. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous développe. Moi, j'imagine quelqu'un de très très dépressif dans cette situation. En effet, pour venir au café, c'est assez philo. L'apologie de l'ennui, justement, et c'est le problème avec les enfants. Ça me faisait penser juste en fait à ce qu'on appelle l'apologie de l'ennui, et que c'est un gros souci avec les enfants, c'est qu'ils ne s'ennuient plus, et que l'ennui crée la créativité, et qu'avec tous les médias, les tablettes, les applications, en fait, ils ont le cerveau complètement en train de faire des choses qui ont été créées par les autres, et qu'il manque en fait de moments où justement, c'est pas une page blanche, parce que la tenue du sac blanche, parce que c'est un peu une torture, mais d'être seul dans leur chambre, avec pas grand chose, quelques jouets, pas de tablette, pas des choses qui soient un petit peu agressives pour les yeux, permettrait justement peut-être le cerveau, justement, d'expliquer que le cerveau c'est un petit peu plus créatif. Et justement, ça me fait penser, c'est ça blanche en fait, à l'apologie de l'ennui. On entend dire que parfois c'est bien de s'ennuyer parce que ça permet justement de penser à autre chose et de pouvoir créer. Pour avoir des futurs artistes. Mais je suis tout à fait d'accord, on a besoin de s'ennuyer quand même dans notre vie. On a besoin de s'ennuyer pour laisser vagabonder notre esprit, mais je ne sais pas s'il y a un lien concret qui a été établi au niveau stimulation neurologique et ennui, je ne peux pas en parler, mais on a tous besoin à un moment donné de laisser vagabonder nos pensées. Et certains vont le vivre comme de l'ennui, certains vont le vivre comme quelque chose d'absolument génial qui permet d'aller vers de la création et tout ça. Je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Et pour moi, c'est plus... Bon, alors, je ne peux pas parler forcément des enfants, mais c'est évident que les enfants, ils ont besoin d'avoir des moments où il n'y a pas de stimulation pour qu'ils puissent eux-mêmes aller découvrir. En fait, là, c'est de la découverte. C'est limite inné dans leur système, c'est qu'ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin de manipuler pour comprendre, pour faire des liens, pour tout ça. Et ça, on ne peut pas leur apporter. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Il faut mettre peut-être... il faut les mettre dans les bonnes dispositions. Mais en tout cas, la compréhension de certains liens de base, c'est eux qui la font tout seuls. Quand je jette mon bout de pain et qu'il tombe par terre, eh ben, il a besoin de la faire toute seule, cette expérience-là. C'est pas forcément de la créativité, c'est du développement de base en fait. Et c'est vrai que quand on met les enfants tout le temps sur les écrans, on se dit bah tiens, il va voir ça, il va apprendre les lettres, il va tout ça, mais en fait finalement, il y a des choses beaucoup plus simples, des expériences beaucoup plus simples qui sont indispensables et qui sont des fois pas faites par les enfants à cause de ça. Je voulais juste permettre de réagir sur deux choses. Le premier point, on parle beaucoup d'hyperstimulation par les écrans. Alors, nous avons la chance ce soir d'être dans une librairie. Et tous ceux qui sont en train d'écouter votre conférence sont en même temps en train de regarder des centaines de livres, des milliers de couleurs, des mots, des mouvements, des choses. Et en réalité, paradoxalement, ils sont infiniment plus stimulés qu'ils ne le seraient avec un écran. L'écran, en fait, focalise l'attention. Et c'est ça qui est réducteur. C'est pas, on parle souvent d'hyperstimulation, on pense que les enfants sont trop stimulés par les écrans.
En réalité, ils sont complètement fermés sur une stimulation qui est contrôlée. Donc, elle est extrêmement réduite. Et c'est pour ça que c'est souvent plus facile, parce qu'on ne réfléchit. Vous avez déjà dû voir des gens qui traversent la route en regardant leur écran. On dirait que le monde extérieur n'existe plus. Donc, outre le fait que c'est extrêmement dangereux, ils n'ont plus les stimulations extérieures auxquelles nous sommes confrontés en permanence. Donc, vous disiez qu'on fait en permanence un tri extraordinaire. Eh bien, ça fait en permanence travailler le cerveau pour faire ces tri, pour regarder, pour observer. Vous prenez conscience de vos voisins, des différentes personnes, des visages, etc. Ce qu'un écran ne peut pas vous donner. Donc, toute l'idée du programmeur qui programme l'information que vous avez sur un écran, c'est de vous stimuler artificiellement en gardant votre attention. Mais paradoxalement, il a réduit énormément votre concentration à très peu de choses. Donc ça, finalement, c'est beaucoup plus réducteur que de l'hyperstimulation. L'hyperstimulation, c'est notre quotidien en réalité. Ces écrans réduisent le monde à sa plus simple expression, et c'est pour ça que ça peut être très dangereux, très addictif, parce que un individu ou un enfant, c'est quand même facile d'être focalisé sur quelque chose d'unique et qui va constamment l'alimenter, enfin, lui donner l'impression d'être alimenté. L'autre chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est sur les signaux électriques. Les jonctions neuronales sont électrochimiques, c'est-à-dire que c'est des échanges d'ions. Et de fait, ça ne produit pas énormément de champs électriques par émission. Et ensuite, ces courants, de toute façon, sont très très faibles. Et donc ne peuvent pas gêner de proche en proche. D'ailleurs, dans un processeur, vous avez des densités de courants qui sont quand même assez énormes, et pourtant une jonction n'influe pas sur une autre. Ça c'était la petite information plus technique. Merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on ne risque pas d'électrocuter quelqu'un d'autre avec notre cerveau, heureusement. Mais vous avez raison, l'hyperstimulation, en fait, c'est un biais de langage. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de stimulation à travers un écran, même s'il y a énormément de couleurs, de sons, de tout ça. En fait, on a surtout quelque chose qui attire notre attention. Et l'hyperstimulation, on l'a beaucoup plus dans le quotidien, sans parler d'hyper, mais en tout cas de stimulation, on l'a beaucoup plus dans le quotidien. Ça sera beaucoup plus multisensoriel, plutôt que uniquement visuel. Donc ça nous couperait plutôt de nos stimulations. Les écrans nous coupent du reste du monde, oui, tout à fait. Du reste de... Et puis, vu que notre attention est accaparée par l'écran, on ne peut plus faire attention au reste. J'avais aussi une question sur l'importance de l'environnement dans lequel on vit sur la manière de récolter tous ces stimuli et de se construire un environnement dans le cerveau. Par exemple, je sais que les peuples qui vivent dans le désert, alors nous quand on va dans un désert de sable, on voit la même couleur, sauf quand on aime beaucoup le désert, on y voit des différences, mais malgré tout, les peuples qui passent leur vie dans le désert vont voir des tas de détails que nous, on ne connaît pas. De même qu'il y a des peuplades en Scandinavie qui ont je ne sais plus combien de termes pour désigner la glace, l'eau ou la neige, parce que c'est leur environnement et ils trouvent une diversification que nous, on n'y voit pas. Est-ce que on a constaté que ces environnements très différents peuvent peut-être quelque part, entre guillemets, modeler des modes de pensée, ou bien pas du tout? Alors, ce dont vous parlez, c'est quelque chose qu'on observe très naturellement chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on est avec une quantité très importante de neurones et en fait on va spécialiser notre cerveau. C'est-à-dire qu'au début, il aurait un peu plus la capacité de pouvoir percevoir plein de types de glaces différents, mais vu qu'on n'en a pas besoin, on les enlève. Et on spécialise. Ça se passe dans les 2 premières années à peu près. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau du langage, c'est-à-dire qu'on devrait avoir tous les neurones pour pouvoir, on n'est pas encore hyper sûr de cette hypothèse-là, mais on devrait avoir tous les neurones pour pouvoir entendre toutes les langues et toutes les spécificités phonologiques, phonimiques et tout ça.
de toutes les langues. Et finalement, vu que ça n'est pas stimulé, ce type de neurones-là disparaissent. Pour qu'on garde que ceux dont on a besoin et qui se spécialisent et deviennent vraiment experts et nous permettent de vivre dans notre environnement et d'être le plus adapté possible. C'est pareil, si on vivait avec des singes, on pourrait distinguer tous les singes. Par contre, nous, quand on voit des singes, ça ressemble tous à des singes. Mais en fait, ils sont tous différents, ces singes. Mais on ne les distingue pas parce qu'on n'a pas la capacité, on n'en a pas besoin. Et est-ce qu'on peut dire que ces neurones qui sont mis... Pardon. Il faut le micro pour poser une question. Il est ici le micro, je vous redonne tout de suite après. C'est une question courte. Vous avez parlé de pensée linéaire et circulaire. Je ne sais pas si j'ai loupé un morceau, mais est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, je ne pourrais pas expliquer beaucoup plus. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Mais nous, de notre culture plutôt, on va dire, européenne et même certainement américaine, enfin dans nos langues verbales avec sujet-verbe complément, on va plutôt avoir une façon de raisonner en tant que cause à effet. Et que dans d'autres langues, qui sont peut-être un peu plus sur des idéogrammes, sur une autre manière une autre syntaxe, une autre construction, il serait plutôt sur une pensée vraiment circulaire. Et je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Pour revenir à ma question, c'était par rapport aux neurones, c'est qu'on avait finalement on les mettait de côté quand on n'en avait pas besoin. Est-ce que lors d'un traumatisme crânien, par exemple, chez un trauma, on va dire d'une vingtaine d'années, ces neurones peuvent finalement, qui étaient en stock, peuvent reprendre leur place et faire que le rétablissement se fait au fur et à mesure? Alors, ces neurones, on ne les stocke pas. C'est-à-dire qu'on les perd vraiment. On les perd vraiment, ils ne sont plus là. Par contre, on a tout le temps des nouveaux neurones qui naissent. Et donc ça, c'est la plasticité cérébrale. Et en fait, très souvent, ce qu'on observe quand même, c'est que la partie du cerveau qui n'est plus stimulée, par exemple dans une amputation, et toute une partie du cerveau qui n'est plus stimulée par les apports sensoriels, par exemple de la main, va être réutilisée à d'autres fonctions. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a une plasticité cérébrale, il y a des neurones qui naissent, il y a des neurones qui sont réutilisés, il y a d'autres moyens, il y a d'autres passages possibles. Je voudrais vous poser une question, c'est par rapport à votre travail. Je voudrais savoir, lorsqu'on vous confie un enfant, est-ce que, je dirais, ces difficultés sont déjà caractérisées ou vous devez les caractériser au moyen de tests pour savoir quelle partie du cerveau et sa pensée, comment elle fonctionne? À partir de ce moment-là, vous mettez en place des méthodes qui vous permettent un petit peu de voir sa progression. Est-ce que vous avez pu faire des bilans, je dirais, par rapport à des enfants ou sur un groupe d'enfants? Et quels ont été vos résultats? Alors, des bilans, j'en fais beaucoup. Et du coup, le bilan neuropsychologique intervient, enfin, moi je trouve, à deux périodes. Soit vraiment, on est les premiers dans le parcours de soins de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant a des difficultés un peu générales, globales, sur différents plans. Ça peut être le plan scolaire, le plan relationnel, le plan du quotidien, ce genre de choses. Et à ce moment-là, soit on est en début de course et on va avoir comme une page blanche, on va pouvoir dire finalement il y a des difficultés à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. Il va falloir compléter, par exemple, avec un bilan orthophonie ou d'autres types de professions, psychomotricité, l'ergothérapie, peu importe, peut-être qu'il a juste besoin de lunettes, tout est possible. Ou on peut aussi intervenir plutôt à un autre moment dans le soin, c'est-à-dire que l'enfant a déjà fait de l'orthophonie pendant plusieurs années, il a déjà fait beaucoup de soins, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de choses différentes, des aménagements, et finalement ça continue quand même à être compliqué. Et donc là, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi ça coince et comment est-ce qu'on peut faire pour relancer la machine, relancer le développement et tout ça. Et donc, moi, mon activité tourne majoritairement autour du bilan, notamment à l'Institut Jeunes Sourds, parce que j'ai pas assez de temps de travail pour faire autre chose. Et que j'ai à peu près 2 ans, voire 3 ans d'attente pour voir les enfants.
Donc quand on s'inquiète, on se dit oula, on va vite le mettre sur la liste d'attente du bilan neuropsy parce que c'est très long, parce que je prends beaucoup de temps pour le faire aussi, pour être sûr qu'on puisse vraiment débloquer la situation et permettre que la machine se relance. Donc en fait, moi, l'Institut Clermont, je vais beaucoup travailler avec mes collègues, enseignants, éducateurs, thérapeutes, orthophonistes, psychomotriciennes, psychologues, pour pouvoir leur donner des éléments de compréhension. En fait, et que toutes ces personnes-là qui évoluent autour de l'enfant, eux, puissent réfléchir autrement, avoir une nouvelle page de lecture, en fait, une autre grille de lecture. Et par contre, sur mon autre travail, le CMPP, je vais avoir un peu plus de temps, donc j'ai plus de capacité de, moi, travailler directement auprès de l'enfant, à essayer de mettre en place des stratégies, lui faire comprendre, dans les moments où il est en difficulté, par exemple, pour se concentrer, c'est ce qu'on appelle, c'est développer la métacognition, c'est-à-dire avoir une meilleure connaissance de son propre fonctionnement cognitif. C'est une des choses, je trouve, qui est le plus efficace, où finalement, on permet à l'enfant de trouver ses propres ressources. Alors ma question est un peu éloignée de ce que vous faites, votre métier, parce que je voulais parler de la musique. Et en tant qu'adulte, on a une certaine émotion qu'apporte la musique, mais on peut l'expliquer par notre passé, écouter beaucoup de musique qui nous a stimulé. Enfin. Et on se rend compte qu'il y a des enfants tout petits qui ont la même émotion avec la musique. Alors comment peut-on expliquer ces émotions, puisqu'elles ne sont pas culturelles quand ils sont tout petits? Je pense que les enfants ont énormément d'émotions qui ont toutes les origines possibles, justement. Ils ont des émotions un peu brutes. Toutes les stimulations peuvent amener à des émotions, pas que la musique. On apprend en grandissant à contrôler et soit à faire taire nos émotions, soit à les contrôler, soit à les gérer, soit à les exprimer. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend plus tard. Et le petit a énormément d'émotions. Pour moi, c'est quelque chose un peu à l'état brut, en fait. Et quand on l'éduque, on lui apprend à mieux les gérer. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais je voulais savoir si on pouvait parler de l'EFT. Emotional, vous savez, justement, la forme de pensée, enfin, le chemin que notre cerveau emprunte pour nos émotions, et par l'EFT, on peut modifier ce chemin. Non. Je ne connais pas spécifiquement l'EFT, par contre, je connais plus les TCC, ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est ancré dans la neuropsychologie. Oui, ben voilà. Je voulais savoir si c'est pas. Parce que justement, moi, ça me paraît un petit peu farfelu. Alors, l'EFT, je ne connais pas. Non, sincèrement, je n'ai pas entendu parler de ça. Je vais profiter pour poser une question aussi que j'ai depuis un moment en tête. À quel moment, par rapport aux enfants, à quel moment va se former derrière le langage la notion de concept et derrière ça la possibilité avec ces concepts de passer à des expériences de pensée, qu'elles soient réelles ou complètement irréelles? Je ne suis pas sûr de m'être bien exprimé. Pour moi, la notion de concept n'émerge pas après le langage. Puisqu'on sait que les bébés, déjà tout petits, ont le concept de vivant-non-vivant. Il y a même des études très intéressantes sur les nourrissons qui auraient déjà une base de concept du nombre. Donc c'est assez surprenant. Mais pour moi, le langage n'est pas ce qui nous permet de développer des concepts. je vous vois sceptique. Je vous crois volontiers sur ce que vous venez de dire, notamment sur les enfants.
Mais, alors je le dirais différemment, le langage est quand même le support pour un concept et le moyen de l'échanger. Peut-être pour l'enrichir, pour le construire, pour le mettre en lien avec le reste de son environnement, pour la construction du monde. Tout à fait. J'ai oublié la deuxième partie de... Après, c'était plus sur le plan scientifique, puisque beaucoup de grandes découvertes ont été faites non pas sur des observations réelles, mais sur des expériences de pensée, c'est-à-dire sur la capacité de l'être humain de concevoir des choses qu'on ne peut pas faire et d'entraîner des conclusions qui sont vraies, et par rapport à d'autres expériences de pensée qui peuvent amener à conclure des choses complètement irréelles et farfelues. C'est assez compliqué de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que dans le développement, on va développer de manière non linéaire, on va dire, différents niveaux de raisonnement. Et à un moment donné, dans l'adolescence, on va développer le raisonnement hypothético-déductif, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez tout le monde aussi. Il y en a qui n'arrivent pas, qui n'acceptent pas à ce type de raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on va faire des expériences et on va en déduire des liens. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire des liens complètement erronés. On peut s'appuyer sur des signes de l'environnement et se dire que ça, c'est quelque chose de fiable. Le lundi, je croise toujours ma voisine. Peut-être que ça, un lien particulier. Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, la construction du monde, on la confronte aux autres. Et donc, notre niveau de raisonnement aussi, on le construit grâce aux autres, grâce à nos lectures et grâce à notre pensée et grâce à tout ça. Je pense que les gens qui n'ont pas suffisamment d'échanges avec les autres n'arrivent pas à accéder à des niveaux de raisonnement supérieurs. Je ne sais pas si c'est un peu ça votre question. J'ai une question. On a évoqué par les livres la partie d'intelligence artificielle. De votre point de vue, à partir de quand on pourrait considérer qu'une intelligence artificielle a fait preuve de pensée? Sous-entendu, est-ce que certains algorithmes actuels qui permettent de répondre à une question à partir d'un entraînement qui a été fait sur une multitude de données, est-ce que vous considérez déjà que ça fait partie d'un raisonnement de pensée, ou en tout cas preuve de pensée, quitte ce qui soit ponctuel? Alors là, en fait, ça pose un peu la question de qu'est-ce que c'est que la pensée. Chose à laquelle je ne répondrai pas ce soir. Je crois que c'est des concepts tellement compliqués qu'il n'y a pas encore forcément un consensus clair là-dessus. Ce que moi je peux vous dire, ce que je connais par rapport à la neuropsychologie, c'est que quand on est attentif à quelque chose, on a un certain réseau neuronal qui s'active, qui mobilise toute une partie du cerveau. Par contre, à partir du moment où on part dans nos pensées, donc on est plus attentif, il y a un autre réseau qui s'active, on appelle ça le réseau par défaut. Et donc peut-être que dans ce réseau-là, il y aurait ce qu'on appelle notre voix un peu subconsciente. Quand on se parle à nous-mêmes, ça serait ce type de réseau-là. Est-ce que du coup c'est ça la pensée? Est-ce que la pensée c'est à partir du moment où on arrive à faire des liens entre des concepts? Ça je ne pourrais pas vous dire. J'avais une question par rapport à tout à l'heure, vous aviez dit le langage des signes. Et pour moi, c'est quelque chose, enfin, je ne connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est très visuel. Et je me dis, est-ce que ça peut développer des capacités chez les personnes sourdes pour des matières, je ne sais pas, les mathématiques par exemple, qui font beaucoup appel à la visualisation ou à des choses comme ça. Est-ce que ça développe une certaine facilité Alors, ça développe des choses, mais de manière beaucoup plus basique. C'est-à-dire qu'on a un élargissement du champ visio-attentionnel. C'est-à-dire que nous, quand on regarde quelque chose, on arrive à voir vraiment une toute partie de l'œil, c'est ce qu'on appelle la fovea. C'est ça qui a une vision très précise et claire des choses avec de la couleur. Et donc, on se déplace tout le temps nos yeux comme ça pour avoir des informations. Chez les personnes sourdes qui sont signants, donc en langue des signes,
ils vont avoir une partie visio-attentionnelle, une capacité à regarder un endroit et à percevoir beaucoup plus largement que nous, grâce certainement à la stimulation visuelle de la langue des signes. Ça, c'est quelque chose qui est connu, oui. Après, qu'il y ait des impacts sur des processus cognitifs plus compliqués et plus importants, comme les mathématiques, il n'y a pas de lien établi. Et je sais pas du tout quelque chose que j'observe, hein. Voire plutôt même l'inverse. Voilà, ça c'est peut-être pas en lien avec la langue des signes, puisque moi je vois que des enfants sourds signants qui ont aussi d'autres difficultés. J'ai pas accès aux enfants sourds signants qui n'ont pas de difficultés de développement, par exemple. J'ai une question un peu bizarre peut-être. Est-ce qu'il y a une différence entre, quand on observe les zones du cerveau qui sont activées quand on pense, entre la pensée consciente quand on est éveillé et qu'on pense à quelque chose, et les pensées parfois un petit peu absurdes qu'on peut avoir quand on rêve? Parce que, enfin en tout cas, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, moi quand je rêve, je peux avoir des pensées, même si en me réveillant, je me suis dit que j'étais stupide de penser ça. Est-ce qu'on s'aperçoit que l'espèce de réflexion qu'on peut avoir quand on rêve, est-ce que ça se passe dans la même zone du cerveau que quand on pense de manière consciente? Alors, deux choses. Le sommeil est très très intéressant. Il y a encore énormément de choses à découvrir sur le sommeil. Ce que je peux vous dire, c'est que le sommeil paradoxal s'appelle paradoxal parce qu'en fait, on dort, mais notre cerveau est complètement actif comme la journée. Donc, a priori, quand on pense à une table, ça active le même réseau de neurones que quand vous voyez une table. Donc, c'est la même activité cérébrale à ce moment-là. Autre chose, c'est que quand on dort, quand on rêve, finalement, on a des souvenirs de ce qu'on est arrivé parce qu'il y a eu un micro-réveil. Donc j'imagine un peu compliqué quand même d'étudier ce qui va se passer dans les rêves, ce qui va se passer dans le sommeil, parce que les gens ne vont pas forcément toujours avoir des souvenirs de ce qu'ils ont vécu pendant leur sommeil. Une question sur la langue des signes. À travers les différentes langues, ça m'avait étonné de constater qu'il y avait plusieurs langues des signes. Enfin, les gens qui signent en français, les gens qui signent en français signent pas pareil que les gens qui signent en allemand ou autre, en espagnol. Et quelle est l'origine de ça? Parce qu'on pourrait dire, pourtant c'est le même mot qu'on veut faire, et on n'y avait pas de famille de mots ou autre, donc pourquoi ne pas dire pain ou personne qui fait de la même manière? Parce que, en fait, c'est un peu comme des dialectes. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire maman, on ne va pas signer maman de la même manière à Paris, à Saint-Étienne et à Marseille, parce que les gens ne vivent pas dans la même communauté, ne sont pas en lien. La langue des signes, ça se transmet comme une langue orale, et il faut être en lien avec les gens pour pouvoir... Enfin, c'est comme des tics de langage. Il y a des choses qu'on va dire ici à Saint-Étienne... le gaga, tout ça, qu'on n'utilise pas ailleurs. Enfin, c'est exactement la même chose, en fait. Alors, là où c'est un peu plus compliqué dans la langue des signes, c'est qu'il y a moins de personnes en France qui pratiquent la langue des signes, donc il y a moins d'organisations autour de la langue des signes, moins d'enseignement, moins de consensus public autour de la langue des signes, comme il y a autour du français, par exemple. Et il y a quand même un avantage absolument génial de la langue des signes, c'est qu'il y a quand même aussi une partie... on peut dire mimée, qui permet quand même aux personnes sourdes signantes d'apprendre la langue des signes japonaise en 3 heures. Voilà. Donc ils ont la capacité de faire beaucoup plus facilement des ponts avec d'autres langues que nous. Oui, ça rejoint la question que je vous posais tout à l'heure. Parce que la langue des signes, elle exprime un concept, donc le pain, par exemple, qui est le concept de la baguette, du pain.
Et quelle que soit la langue dans laquelle il est écrit, ça reste toujours du pain. Et donc, moi, à mon avis, je verrais très bien qu'il y ait un seul signe pour les gens qui les emploient pour exprimer ce concept-là. Oui, mais il faudrait que tous les gens qui signent puissent, à un moment donné, se rencontrer pour se faire passer l'idée. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que derrière la notion, plusieurs personnes ont inventé des signes différents, c'est ça? Oui. C'est le cas avec le braille? Le braille, mais non, parce que le braille, c'est un code, c'est un consensus. Le braille, c'est pas la même chose. C'est une invention, c'est différent. Alors, je ne connais pas beaucoup le braille, hein, mais on est dans une langue écrite. On est dans une traduction écrite d'une langue, en fait, dans le braille. C'est pas une langue en tant que telle, alors que la langue des signes est une langue en tant que telle. Moi, je suis restée, pas bloquée, mais un petit peu en arrêt sur la naissance du concept et après le lien avec la langue. C'est qu'à un moment donné, il me semble bien que le concept peut naître, mais s'il n'y a pas la langue, on va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il va y avoir le concept de nombre, mais pour aller plus loin, il faut des mots. Voilà. Donc, je me rappelle plus comment tu l'as formulé, mais j'avais l'impression que ça s'arrêtait très vite. Si on n'a pas besoin de la langue pour construire les concepts. Non, c'est pas ça. Moi, je crois qu'on a besoin de la langue pour les... On a besoin de la langue pour construire des concepts plus complexes, mais des concepts de base, on peut aussi le faire sans la langue. Et c'est parce qu'on a des concepts de base qu'on arrive à acquérir une langue. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de si linéaire que ça. Non, est-ce que c'est pas parallèle? Et c'est très certainement parallèle. Et je pense que des idées, des conceptions plus complexes ne peuvent pas se développer s'il n'y a pas la langue, ça c'est vrai. Parce que les concepts de classe, les classes d'objets, les classes... Donc, on va avoir la perception de ce qui se ressemble, ce qui ne se ressemble pas. Ok, ça, il n'y a pas besoin des mots pour voir que tous les carrés sont carrés, tous les ronds sont ronds. Mais après, pour pouvoir... comment dire? Il me semble que pour aller plus loin que la perception, on a besoin des mots. Tout à fait. On peut avoir des enfants qui n'ont pas vraiment construit de langue, qui sont beaucoup dans du raisonnement perceptif. Ils font des liens que sur du perceptif. Et par rapport à la langue des signes, on observe vraiment que le perceptif peut vraiment... le fait d'avoir moins de langage va laisser effectivement les enfants dans un raisonnement perceptif. Moi, j'ai pu observer que s'ils avaient eu plus de langage, ils auraient pu se dégager peut-être plus du perceptif. Il me semble. Je n'étais pas obligée d'être. Je suis pas sûre. Je pense qu'une langue des signes bien construite... Le problème, c'est les enfants qui n'ont pas vraiment de langue, en fait, qui n'ont pas développé de langue maternelle. C'est-à-dire qu'ils sont sourds, donc ils n'entendent pas, donc il n'y a pas vraiment de langue verbale qui se développe, et ils ont assez peu accès à la langue des signes. Donc en fait, il n'y a pas de vraie langue qui se développe. Et en fait, on se rend compte en plus dans les études qu'on fait au niveau des IRM fonctionnels, c'est qu'au niveau de l'allumage de leur cerveau, c'est comme si c'était une deuxième langue. Et en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas de langue maternelle, mais ils ont une deuxième langue. Et cette deuxième langue ne sera jamais suffisamment développée pour être un soutien à tout le reste du raisonnement. Et c'est ça qui est problématique. Et quand il y a une vraie langue maternelle, ça n'empêche pas du tout d'aller beaucoup plus loin dans le... Enfin, vraiment une langue maternelle, qu'elle soit signée ou qu'elle soit orale, ça n'empêche pas du tout d'aller beaucoup plus loin dans la construction des niveaux de raisonnement. Merci. Décidé de me faire marcher. Oui, tout à l'heure, au début, vous avez dit que... j'ai oublié la question. Oui, oui. La question, en fait, c'est est-ce que c'est nous qui menons notre cerveau ou c'est notre cerveau qui nous mène? Parce que vous aviez dit voilà, qu'il fallait se méfier de notre cerveau. J'y suis arrivé. Vous avez gagné. Je pense que c'est beaucoup notre cerveau qui nous mène. Beaucoup. Mais de temps en temps, on peut reprendre le contrôle.
Et d'ailleurs, c'est important d'apprendre à avoir un contrôle, justement. Parce que sinon, c'est là où on va avoir tendance à l'impulsivité, tendance à faire ses désirs alors que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, à ne pas respecter les règles. Si on n'apprend pas le contrôle, justement, c'est là où on va être inadapté au niveau social, inadapté à vivre en société, en fait. Donc j'imagine qu'on est obligé d'apprendre très tôt à contrôler tout ça. Mais c'est le cerveau qui contrôle le cerveau, là. Ben oui. Ben, nous, on est victime de stimulation constante, si vous voulez. Et si on n'arrive pas à développer toutes ces capacités de contrôle, on peut rester enfermé dans ces stimulations. C'est quand on apprend à les contrôler, justement, que du coup, on va pouvoir développer autre chose. Que ce soit au niveau des apprentissages, que ce soit au niveau relationnel, social, quotidien, peu importe. Et je pense que notre cerveau nous amène vers des endroits, nous distrait, nous empêche de faire certaines choses, quelque part notre cerveau nous contrôle aussi. Moi, je voudrais aborder le problème de l'autisme, puisque vous dites que le cerveau, il faut impérativement le contrôler. Est-ce que les enfants autistes arrivent à contrôler leur cerveau, ou est-ce que c'est leur pensée qui va beaucoup plus loin et le mode de pensée dépasse un petit peu le mode de contrôle? C'est des questions que je me suis posées pendant très longtemps, et je voudrais avoir votre avis. Alors, je ne suis pas du tout expert de l'autisme, mais ce qu'on connaît de mieux en mieux, c'est que l'un des troubles principaux de l'autisme, ok, c'est la communication, mais c'est aussi tout le système sensoriel. C'est-à-dire ce qui va nous permettre de faire la différence entre un enfant qui a un problème de communication et un problème plutôt du trouble du spectre autistique, c'est que dans le trouble du spectre autistique, il va y avoir la problématique sensorielle en plus. C'est-à-dire qu'ils ont soit une perception beaucoup plus forte des stimulations et des perceptions de base, hein, je parle vraiment, ça peut être tout ce qui est au niveau du son, au niveau des lumières, au niveau des odeurs, au niveau du tactile, tout ça, soit une perception altérée, différente de celle qu'on connaît nous, soit un manque, enfin une perception moins forte. Et donc c'est là où ils peuvent être aussi, des fois, peuvent avoir tendance à mettre en place des comportements pour se restimuler justement, parce qu'il y a une hyposensorialité à un certain endroit. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de la sensorialité et du contrôle de la sensorialité. Sauf qu'ils ont du mal un petit peu à mettre en place ce contrôle-là, ou peut-être que c'est tellement fort qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Et donc c'est en aménageant l'environnement, par exemple un enfant qui a une hypersensibilité auditive, on peut très facilement mettre en place un casque sur les oreilles parce qu'il y a une classe qui est trop bruyante, et bien ça fonctionne. On aménage l'environnement plutôt que d'attendre qu'il arrive à accéder à un niveau de contrôle satisfaisant pour qu'il arrive à être adapté à la vie en société. Est-ce que le moi, cher psychanalyste, sera en fait notre cerveau? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Zut alors. S'il n'y a pas d'autres questions, si. Gaudi. Oui, juste, vous en avez parlé un tout petit peu au début, mais la distinction entre un psychologue et un neuropsychologue, c'est quoi? Alors, le psychologue, la partie psycho du neuropsycho et du psycho, c'est l'étude de l'humain et du fonctionnement humain. La différence que je vais avoir par rapport à la psychologie classique, c'est que je vais avoir une grille de lecture en lien avec la neurologie, en lien avec le développement, avec la neurologie, avec ce qui n'est pas le cas des psychologues.
Oui, Jacques. Vous avez dit, si j'ai bien compris, vous avez dit tout à l'heure que la zone du cerveau qui s'active quand on parle dans sa langue maternelle n'est pas la même, c'est bien ça? Que quand c'est dans une autre langue, c'est bien ça? Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une langue maternelle principale. Ça peut être une ou deux dans le cas d'un véritable bilinguisme. Et après, les autres langues ne sont pas tout à fait au même endroit. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que chez tous les êtres humains, c'est la même zone par langue maternelle et quand c'est pas la langue maternelle, c'est une autre zone. Chez tous les êtres humains, on a des endroits qui vont être beaucoup plus spécialisés, par exemple, pour la production du langage, pour la lecture, pour les mathématiques, pour tout ça. On a des grandes zones. Mais c'est des choses qui ne sont pas stricto sensu à un endroit. C'est-à-dire que s'il y a une lésion à cet endroit-là très, très tôt dans le développement, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas basculer de l'autre côté, cette zone. C'est possible aussi. Dans 70% des droitiers, si je ne me trompe pas, on a développé la zone du langage sur le côté gauche, sur l'hémisphère gauche. D'accord. Qui n'était pas le cas chez les gauchers. Ah, d'accord. Merci. Vous avez bien réfléchi, parce que lorsqu'on aura clos notre soirée, vous ne pourrez plus poser de questions. Bien, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce passionnant. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup.